Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien. Bien qu'Halloween soit passé, je vous propose aujourd'hui de nous amuser à nous faire peur à travers une légende locale, celle du mâche-croûte à Lyon. Non, pas mâche-croûte. Avant d'aller plus loin, cependant, il convient de préciser que le mot mâche-croûte peut revêtir plusieurs sens. Il peut désigner un vieil ustensile de table qui servait autrefois à écraser les croûtes de pain pour ceux qui n'avaient pas les dents assez fortes. Dans ce cas, c'est un mot composé, mâche, et plus loin, croûte. Mais dans le cas qui nous concerne, il désigne à travers un seul mot, les puristes ajouteront un accent circonflexe au A et au U, une créature surnaturelle qui entrait les profondeurs du Rhône. À noter qu'on peut dire aussi bien le ou la mâche-croûte selon les sources. Celui-ci ou celle-ci est mentionné dans le quart-livre de François Rabelais en 1552, où il le décrit de la manière suivante. Les yeux plus grands que le ventre, et la tête plus grosse que tout le reste du corps, avec des amples, larges et horrifiques mâchoires bien dentelées, tant dessus qu'en dessous. La légende raconte qu'au Moyen-Âge, cette créature aux allures de dragon serait à l'origine de nombreuses catastrophes, crues et inondations, qu'elle enclencherait selon son humeur, depuis son repère, sous les piles en chêne du pont du Rhône, à un ancien pont, le plus ancien d'ailleurs qui franchit le Rhône, construit au XIIe siècle et démoli en 1952 pour laisser place à l'actuel pont métallique de la Guillotière. Le mâche-croûte aurait frappé plusieurs fois, en 579, 821, 874, puis en 1501 et 1510, détruisant toute la commune de la Guillotière sur la rive gauche du fleuve. Pour vaincre cette malédiction, son effigie est brandie par les Lyonnais tous les ans lors des carnavals. Ce qui s'avéra insuffisant, puisque le 30 octobre 1820, à 2 heures du matin, il frappe encore, avec la digue en terre de la Tête d'Or qui se rompt. L'eau emporte de nombreuses maisons sur son passage, s'insinuant jusque dans les tuyaux conducteurs de gaz et plongeant ainsi la commune de la Guillotière et des Brotteaux dans le noir. Des morts sont à déplorer. En 1856, rebelote et ses 18 personnes qui perdent la vie. Face à ce drame, Napoléon III en personne se rend sur les lieux et un an plus tard, une loi de protection contre les crues oblige la ville à construire de nouvelles digues plus solides. Depuis, le mâche-croûte s'est calmé. Alors le mâche-croûte créature réelle ou imaginaire? Eh bien pour y répondre, intéressons-nous au personnage qui le décrit, François Rabelais. Le célèbre écrivain humaniste de la Renaissance, natif de Touraine et mort à Paris, connaît bien la ville de Lyon, puisqu'il s'y est installé en 1532 et y exercera en tant que médecin à l'Hôtel-Dieu, une activité où il était plutôt compétent, mais qui ne l'enchantait guère et qu'il tendait à délaisser au profit de sa passion, l'écriture. La ville est alors en pleine effervescence intellectuelle, et c'est à Lyon qu'il écrit Pantagruel et Gargantua, recueil de récits populaires, s'inspirant de la geste arthurienne, mais volontiers burlesque. En 1535, il quitte la ville, inquiété suite à l'affaire des placards. Il est de nouveau inquiété en 1546, lorsque ses deux romans, plus le tiers-livre, sont censurés par les théologiens de la Sorbonne, qui le condamnent comme hérétique. C'est probablement à Metz, ville alors impériale où il est venu se réfugier, qu'il écrit le quart-livre, livre qu'il fera éditer lors de son retour à Lyon en 1552. Le quart-livre consiste en un récit de voyage en mer où les protagonistes rencontrent des créatures et des lieux invraisemblables, toujours sur fond burlesque et humaniste à la fois. C'est le deuxième volet d'une série qui a commencé avec le tiers-livre et qui s'achèvera au cinquième livre. Et le mâche-croûte dans tout ça? Eh bien j'y viens. Au cours de leur voyage, les héros parviennent sur une île où règne Messire Gaster, premier maître S-art du monde. Dans la cour du roi, Pantagruel rencontre entre autres les gastrolâtres, des gens adorateurs de leur ventre qui inaugurent une série d'offrandes alimentaires, dont l'un d'entre eux est muni d'un bâton de carnaval à l'effigie du mâche-croûte. Ce qui est intéressant ici, c'est que Rabelais s'appuie sur une légende locale pour faire un rapprochement entre des éléments de la culture gastronomique lyonnaise et d'autres plus populaires, comme le mâche-croûte. Ainsi, on ne sera pas surpris de constater que selon certains auteurs, le mot mâche-croûte serait un souvenir du Manducus antique, un mannequin pourvu de mâchoires et de dents énormes qu'on promenait selon Plot et Festus dans certains jeux publics, et qui se fit appeler ainsi le mangeur par les Romains en référence à Saturne qui dévorait jusqu'à ses enfants. L'ogre de nos contes suivit, puis le croque-mitaine pour reprendre de nouveau une œuvre de Goya. Et entre les deux, une version amoindrie de l'ogre, le mâche-croûte, qui happe tout ce qu'il rencontre. Ainsi, l'origine du mâche-croûte remonte à bien plus loin que le Moyen-Âge. Quant à sa forme de dragon, elle peut en fait se rencontrer dans bon nombre de traditions populaires locales, comme par exemple la gargouille à Rouen sur la Seine,
le Grand Goul également, hein, à Poitiers sur le Tlin, ou encore, donc citons le Cocatrix, moitié coq, moitié reptile, à Troyes sur la Seine, et enfin, donc le plus célèbre, la Tarasque à Tarascon sur le Rhône. Des dragons qui sont en lien avec des villes fluviales. Il est aussi à noter que la ville où Rabelais a écrit son récit, Metz, a bien pu lui inspirer, à travers le Graouli, une autre créature qu'il décrit de la même manière et qui est aussi inspirée du Manducus antique. Ainsi, ces créatures s'inspirent de cette tradition païenne qui a été largement reprise par les autorités chrétiennes sous la forme de dragons représentant les vices comme la gloutonnerie. Présent dans l'Apocalypse de Saint Jean, le dragon symbolise alors le mal absolu qu'il faut combattre, à l'instar de Saint Georges terrassant le dragon. C'est ainsi que l'on expliquait dans les villes potentiellement inondables la raison de bien des catastrophes, et dans ces villes, le troisième jour d'érogation était dédié à l'organisation de processions visant à exorciser le mal par l'intermédiaire de saints libérateurs, comme Saint Georges, mais aussi Saint Loup à Troyes, Saint Romain à Rouen, Saint Hilaire à Poitiers, etc., toujours vainqueurs du dragon. Seules quelques fêtes folkloriques subsistent, comme à Metz, Troyes et Reims, et surtout à Tarascon, grande attraction touristique de la ville. Alors, le mashkout, en fait, c'est juste une tradition antique qui a été largement détournée par l'Église catholique au Moyen Âge pour en faire une légende. Et au final, il n'existe pas. Vraiment? Il n'existe pas? Eh ben, c'est ce qu'on croyait en fait jusqu'en 2019, où un œuf mystérieux a été retrouvé pendant les travaux de l'Hôtel Dieu. L'œuf aurait éclos le 1er avril au parc de la Tête d'Or. Si vous voyez une ombre dans les eaux du Rhône, vous savez ce que c'est. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc quant à moi, je vous souhaite de nous retrouver, comme à mon habitude, hein, demain pour une autre vidéo sur une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.